un gaz et vous pouvez voir dans les champs américains du Midwest des grands réservoirs d'ammoniac où on met directement le gaz dans le sol comme engrais. Il est au plan chimique très facile de faire autre chose à partir de l'ammoniac. C'est une étape simple de convertir l'ammoniac en nitrate, ce qui est l'engrais que vous achetez partout pour vos plantes à la maison. Donc, c'était vraiment l'étape cruciale, c'était de séparer les deux atomes d'azote et de les former des molécules indépendantes. Tout à fait. Et les chercheurs au laboratoire, il y en avait beaucoup, c'était une compétition féroce il y a une centaine d'années. Ils ont utilisé tous les outils théoriques et pratiques de la chimie de l'époque. Les bilans énergétiques qui venaient de ce qu'on appelle la thermodynamique ont mené les chimistes aux bonnes conditions pour cette réaction. Et bonnes conditions, ça veut dire pression élevée et température élevée. Quelques centaines d'atmosphères, quelques centaines de degrés pour faire cette réaction de façon efficace. Ensuite, il y a le problème de catalyse. Il a fallu ajouter dans l'appareil des métaux et ça, c'est beaucoup moins prévisible, c'est beaucoup moins planifiable. Quels seraient les catalyseurs qui nous aident le plus? Donc, dans ça, il y avait beaucoup de savoir-faire très, très empirique, pas vraiment appuyé sur des théories solides, fondamentales. Donc ça, c'est pour expliquer le passage du laboratoire, où j'imagine qu'on n'utilisait pas de catalyseur à ce moment-là, jusqu'au niveau industriel, où là, on n'a plus besoin, on veut plus quelques grammes à l'heure, mais probablement quelques tonnes par jour. C'est ça. Au laboratoire, on a utilisé des catalyseurs, c'était essentiel dès le début, mais puisque c'est à petite échelle, le coût des catalyseurs, ça ne jouait pas vraiment de rôle. Un catalyseur, vous en avez besoin en quantité minuscule. Si c'est un métal comme l'iridium, le rhodium qui coûte très très cher, ce n'est pas un problème à l'échelle du laboratoire, mais ça devient un défi de taille pour une production à l'échelle industrielle, bien sûr. Et à partir, donc quand est-ce qu'on peut dire qu'on a commencé à grande échelle vraiment la production de ces engrais? D'après mes connaissances, la première usine de production d'engrais à base de l'azote de l'air s'était installée par la compagnie BASF en Allemagne au cours de la Première Guerre mondiale. Et le chimiste en chef de cette installation, Monsieur Bosch, il a vraiment fait un travail incroyable parce qu'il s'agissait d'une première installation à grande échelle pour une réaction à température élevée et à pression élevée. Donc un processus dangereux. Il y a eu des accidents dès le début et il y a encore des accidents dans les usines de ce type un peu partout au monde. Donc comme souvent, les produits qu'on fait en chimie peuvent être soit bons ou mauvais. Dans le cas ici des engrais, il y a toujours la dualité engrais, donc pour nourrir la planète via l'agriculture, et aussi le fait que ces engrais-là sont des composés qui sont identiques ou presque à ceux qu'on utilise dans les explosifs très puissants, la dynamite, que ce soit pour la construction ou le militaire. Donc en 1915-1916, quand on construit cette usine-là, est-ce que c'est d'abord pour les engrais ou est-ce que c'est pour les applications plus militaires des nitrates? Cette usine, c'était pour l'utilisation purement militaire des nitrates. L'Allemagne étant isolée des dépôts de nitrates d'Amérique du Sud, ils ont dû trouver une façon d'obtenir des explosifs pour continuer la guerre. Et ça, c'est un côté de ce volet de la chimie qui illustre très très bien qu'on ne peut pas séparer les applications qui nous aident, production de nourriture, bien sûr, c'est essentiel pour la population du monde entier en ce moment, des possibilités, applications autres. Explosifs, ça vient de l'énergie
qui est intrinsèque aux nitrates. On peut pas faire des nitrates qui n'ont pas la possibilité d'être appliqués comme explosifs. Et ça, on voit qu'encore aujourd'hui, cette même filière d'engrais sert toujours pour des amateurs d'explosifs, si on veut, des gens qui voudraient causer du terrorisme ou autre attaque, si on veut. On a vu ça récemment en Norvège, par exemple, où on est allé chercher, encore une fois, des engrais qu'on a transformés en explosifs. Oui, tout à fait. C'est vraiment un côté très, très triste de la production en grande échelle des nitrates, et ça prend, bien sûr, un contrôle très, très sévère sur les voies de distribution, sur les quantités où ça s'en va. La chimie a été mise, si on veut, sur la carte à grande échelle par la production d'engrais au début du siècle. On avait bien sûr, depuis une cinquantaine d'années, déjà la production, par exemple, de différents pigments, de différentes teintures à assez grande échelle, mais on parlait pas de quantité aussi importante que les engrais. Donc les engrais, c'est la première grande production synthétique, si on veut. Oui, surtout si on regarde l'historique, que c'est vraiment à base de découvertes purement au laboratoire de recherche. Dans l'industrie minière, pour conversion des minerais en métaux, par exemple, il y avait des processus à grande échelle qui nécessitaient des fours, chaleur et ainsi de suite, mais ce n'était pas planifié à partir d'une chimie de recherche. Donc, la production des engrais, un premier exemple d'une application très, très directe de recherche de base. La mise en place du processus industriel, c'était un très grand défi, et Monsieur Bosch a reçu le prix Nobel de chimie en 1932, si je me rappelle bien, pour justement l'installation à grande échelle de production d'engrais. C'était le premier prix Nobel de chimie pour une réussite purement industrielle, pour quelqu'un qui travaillait pendant toute sa vie pour l'industrie. Ici Normand Mousseau, vous écoutez La Grande Équation. Cette semaine, nous recevons Christian Rébert, professeur de chimie à l'Université de Montréal. Dans le cadre de l'Année internationale de la chimie, il nous raconte comment la production d'engrais synthétiques a révolutionné notre société. Aujourd'hui encore, la production d'engrais reste une des grandes productions de masse de chimie synthétique. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui encore? La production mondiale, c'est de l'ordre d'une centaine de mégatonnes par année. C'est un très grand processus. En importance, c'est un processus qui prend beaucoup d'énergie. Je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises pour les températures élevées, les pressions élevées. On a réussi depuis une centaine d'années d'optimiser le processus. Il prend 30 à 40% moins d'énergie qu'au début, ce qui est tout à fait impressionnant comme amélioration, mais à cause de la grandeur d'échelle, c'est vraiment un des processus les plus critiques en termes d'utilisation d'énergie à l'échelle mondiale. Donc, d'utilisation d'énergie, mais on utilise aussi les hydrocarbures, les combustibles fossiles, comme matière première. Donc, à la fois, on va utiliser l'énergie, souvent du gaz naturel, du charbon, pour chauffer, pour maintenir la pression et la chaleur, mais on va aussi utiliser le gaz naturel comme entrant. Tout à fait. L'azote, on en a déjà parlé, ça vient de l'air, c'est gratuit, c'est partout, mais ça vous prend l'hydrogène aussi pour former de l'ammoniac. Et cet hydrogène, ça vient du gaz naturel. Donc, on va chercher, on va enlever le carbone du méthane, donc CH4, un carbone et 4 hydrogènes, et on va récupérer les hydrogènes pour les attacher à l'azote. Tout à fait, oui. Et puis, quels sont les défis qui restent pour la production d'engrais? Qu'est-ce que vous voyez comme étant le développement? Parce que vous avez dit, ça fait 100 ans finalement
qu'on utilise exactement le même processus